Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 28 juillet, déjà la fin juillet. Je suis Marion et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour discuter actualité tech. Tout de suite, c'est le mug. Bonjour à tous. Comment ça va dans la chatroom? Comment vous allez ce matin? Salut Samuel. Salut Quentin, salut Wilfried, salut Technisavoir, salut Grolb, salut Laetitia, salut Magic Box, salut Yves Castel, salut Andy, salut Judy Tools, salut Pierre Roots, salut Olek, salut Polaire, salut Kelboom. Oui, Samuel, tu fais bien de rappeler qu'il n'y aura pas de mug du 4 au 14 août. Donc du coup, c'est mon dernier mug avant les vacances. Petite vibe de vacances là, petit rush de dernière semaine avant, avant les vacances. Et j'en profite aussi pour préciser que les mugs du jeudi-vendredi seront faits depuis Paris par Jérôme parce qu'il fait un petit aller-retour. Donc vous retrouverez le décor classique du mug pour les deux derniers mugs de la saison. On va dire ça comme ça. Voilà. À l'heure de disparition, le chat n'est pas sur son emplacement habituel sur le canapé. Si, mais il est de l'autre côté. Oh non! Ah, c'est vache! Il vient de réveiller le chat qui dormait paisiblement, juste pour vous le mettre dans le champ de la caméra. Là, on voit un chat extrêmement traumatisé, qui a perdu tous ses repères. Outrage! Il est obligé de se nettoyer parce qu'il a été touché par le sale humain. Voilà, il doit même se nettoyer les orteils de la patte arrière. Donc, Rorage, il va se le juger. Je ne vais pas dire le mot. Euh, Donc voilà, écoutez, il a l'air vraiment traumatisé, mais au moins vous avez le chat dans l'angle de la caméra. Donc, eh ben non, vous voyez, il est revenu. Bah là, c'est ça, c'est son autre place habituelle, où là, vous le voyez encore parce qu'il est debout, mais il va bientôt se coucher, parce que c'est un chat, et donc quand il a décidé de dormir ailleurs, il dort ailleurs. Et c'est pas un humain qui va lui dicter où dormir. Donc voilà. La morale, c'est ne pas forcer un chat à faire ce dont il n'a pas envie de faire. Voilà. Ça y est, il est de nouveau presque couché. Le consentement du chat, tout à fait. On pourrait faire une émission sur le consentement du chat. Mais avant de se lancer là-dedans, on va quand même parler d'actualité tech quand même avant de partir dans les graviers parce que bon sinon on est mal barré pour le reste de l'émission, c'est moi qui vous le dis. Et donc du coup j'ai pas mal d'articles assez cool ce matin. On va commencer par une petite brève qui concerne Apple avec des formules d'assurance qui arrivent chez... Enfin, une formule d'assurance qu'on n'avait pas encore en France et qui arrive avec Apple Care One. On va parler également de e-commerce avec notamment l'Ukraine qui s'attaque à un peu l'équivalent d'Amazon en Russie. C'est une plateforme qui s'appelle Wildberries. On a également du e-commerce, mais cette fois-ci, c'est en Allemagne, avec Decathlon qui a décidé d'adopter le moyen de paiement européen qui est Wero. Alors, vous me direz, pour ceux d'entre vous qui ont déjà testé peut-être ce service de paiement européen et pourquoi c'est intéressant de l'utiliser. Et puis après, on parlera de lunettes connectées à la fois suite au bad buzz qui s'amplifie du côté de Meta avec la campagne de
pub qui a été portée par Kylie Jenner lorsqu'elle portait les Meta Ray-Ban. Et donc du coup, les problématiques que ça pose avec notamment le hashtag ou le petit surnom pas très sympa qu'on leur donne, les pervert glasses, les lunettes de pervers. Voilà, donc on parlera un petit peu de ça, et du coup de la réaction d'Instagram avec Adam Mosseri qui s'est exprimé sur le sujet pour justement rassurer sur la confidentialité de ces lunettes. Et puis on terminera avec une autre news sur les lunettes connectées, mais cette fois-ci ça concerne Apple, puisqu'on est toujours à parler un petit peu des rumeurs sur ces fameuses lunettes connectées dont on n'arrête plus de parler. Et cette fois-ci, c'est évidemment Mark Gurman avec sa newsletter, Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, qui nous spécule de manière de plus en plus sûrement sur quand est-ce qu'on va les voir arriver, quels vont être les enjeux principaux de ces lunettes. Et évidemment, un des enjeux principaux, c'est si les Meta Ray-Ban n'arrivent pas à éteindre le feu des mauvaises critiques, comment Apple, eux, peuvent sortir leur propre formule de lunettes connectées. Eux qui mettent la confidentialité un petit peu au cœur de leur manière de communiquer, de leur proposition de valeur, comment ils peuvent s'en sortir cette fois-ci si le bad buzz s'amplifie, quoi. Et puis on terminera avec un peu une prise de température, j'ai envie de dire, sur l'IA chez Google. En effet, Google a publié ces chiffres et qui montrent un petit peu pour la première fois un cash flow, c'est-à-dire un peu l'argent dans les caisses, quoi, un cash flow négatif, et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'investissements en IA, et ça n'a pas plu du coup aux investisseurs. Donc on reviendra en parler en fin d'émission, parce que c'est quand même assez intéressant. On parlera notamment de où se situe Google dans la course au modèle et quelles peuvent être les raisons sur ce recul et cette sanction un petit peu de valorisation à la bourse. Donc on en parlera ensemble. Et puis on terminera, et on aura le temps, par 3 séries. Pas une, mais 3 séries. Oleg, il est en train d'halluciner là. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous débriefer des séries, je vais plutôt vous pitcher 3 séries qui, moi, me rendent assez impatiente de leur sortie. Très impatiente de leur sortie. Et donc, du coup, je voulais voir si vous étiez aussi impatient que moi d'attendre ces 3 séries qui arrivent. Je ne vous dévoile pas lesquelles c'est que j'ai en tête et vous me direz si vous pensez les mêmes. Oleg qui dit les promesses de campagne électorale. Non, mais je vais la tenir, ma promesse. C'est moi qui te l'ai dit. Hein. Oleg, je te vois là. Et donc, du coup, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article ce matin. Et on va parler du coup de l'assurance pour le nouvel abonnement Apple Care One qui débarque en France. Et oui, 1 an après les États-Unis, Apple va finalement enfin lancer son abonnement Apple Care One en France le 4 août prochain. Ça arrive très bientôt. Il est à un prix de 20,99 € par mois et il s'agit en fait d'une assurance qui couvre 3 appareils. Donc c'est pas une assurance individuelle, c'est vraiment pour un bundle, un groupe d'appareils, donc 3 appareils, et ça va assurer contre la casse, les dégâts des eaux, la perte et le vol qui est quand même assez nouveau, et également la possibilité d'ajouter d'autres produits pour 5,99 € pour chaque autre produit ajouté. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça a été confirmé justement par Apple le 27 juillet dernier. Ça a été confirmé par Apple Insider et justement Apple Care One avec un lancement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie à partir du 4 août prochain. Et le site justement officiel d'Apple France a justement mis à jour et mentionne la nouveauté. Donc ça a été vraiment confirmé, ultra confirmé.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Donc au niveau du prix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça s'élève à 20,99 €. Pour référence, aux États-Unis, c'est à hauteur de 19,99 €. Donc c'est vraiment comparable en termes de prix ici, hein. Et donc ça couvre de manière un peu plus précise les réparations illimitées en cas de panne ou de dommages accidentels, y compris une chute ou un contact avec un liquide. Donc ça voilà, pour ceux qui sont un peu maladroits, mine de rien, ça peut quand même vraiment dépanner. Il y a également une prise en charge de la perte et du vol pour l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, dans la limite de 3 déclarations par an pour l'ensemble du compte, mais c'est quand même pas mal. Il y a une assistance aussi prioritaire d'Apple et également ajout au retrait d'un produit à tout moment avec remplacement automatique de l'ancien appareil par le nouveau en cas d'échange chez Apple. Et donc, comme toute assurance, il y a évidemment des franchises, parce que sinon, ça serait trop beau pour être vrai, hein. Et donc, du coup, Apple demande entre 29 et 249 € par réparation selon l'appareil et le type de dommage. Donc, attention, hein. Et également 129 € pour remplacer un produit perdu ou volé. Voilà, il y a quand même des choses qui sont quand même assez intéressantes ici, mais il faut quand même être au courant des franchises, quoi. Autre nouveauté, parce que je vous avais mentionné que désormais, il y avait une option vol et perte pour Apple Care Plus qui s'étend à l'iPad et à l'Apple Watch en France. Et donc ça sera disponible également à partir du 4 août. Jusqu'ici, il y avait uniquement l'iPhone qui avait droit chez nous. Ce que je peux vous dire, c'est que du coup, par rapport à ça, c'est calqué sur les conditions du smartphone, c'est-à-dire 2 remplacements maximum par période glissante de 12 mois avec une franchise de 129 €. Et pour Apple Care One, Apple Care One, c'est ça, accepte des appareils de moins de 4 ans. Donc ça, c'est assez intéressant. Vraie nouveauté. Quand Apple Care Plus, ici, force à souscrire dans les 2 mois suivant l'achat. Donc là, pour Apple Care One, je trouve ça quand même assez intéressant. Je trouve qu'aussi ça s'aligne avec cette volonté d'encourager les gens de garder leur appareil plus longtemps. Donc je trouve que là, Apple fait un pas dans la bonne direction ici. Alors il faudra évidemment prouver leur bon état, soit en boutique, soit à distance avec des photos, pour éviter évidemment les fraudes. Et il y a une exception pour les casques et les écouteurs qui, eux, restent sur une date d'achat de moins d'1 an. Mais je trouve quand même que voilà, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, permettre d'attacher un appareil qui a moins de 4 ans, ça ouvre le champ des possibles, ça peut rassurer les consommateurs et encourager de garder leur appareil plus longtemps. Je trouve que ça va vraiment dans la bonne direction ici. Et donc du coup, il y a vraiment une question qui se pose, et peut-être que vous la posez dans la chatroom, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un abonnement mensuel à hauteur de 20,99 € par mois pour assurer 3 appareils? Eh bien en fait la réponse c'est, ça dépend de quel appareil vous souhaitez couvrir par cette assurance. En effet, si vous faites... par exemple, un iPhone d'entrée de gamme, une Apple Watch et un Mac, et ben en fait finalement la garantie individuelle ici, vous additionnez pour les 3, reviendra à 19,97 € par mois, alors que le contrat global pour les 3 avec Apple Care One reviendrait à 20,99 €. Donc finalement, ça, c'est moins intéressant. Donc attention, faites bien vos calculs, évidemment, lorsque vous regardez ces assurances. Par exemple, l'assurance pour le Vision Pro à lui seul coûte 20,99 €. Donc pour ceux qui ont un Vision Pro, j'ai envie de vous dire... vous avez même pas besoin de vous poser de questions si vous souhaitez assurer votre Vision Pro, quoi. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant. Donc franchement, regardez ça. Moi, j'avoue que ça m'intéresse pas mal.
Pas mal, pas mal. Après, je pourrais assurer que mon iPhone, mon iPad. Je peux pas assurer mon Mac parce que c'est celui du boulot. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais d'autre? Les AirPods, je vois pas trop l'intérêt. Donc moi, finalement, j'ai pas tant d'appareils que ça, hein. Hmm, pas tant que ça. Donc à voir. Et vous, là, dans la chatroom, est-ce que ça vous tente? Je suis curieuse. Si les trois appareils sont professionnels, c'est possible aussi. Bah là, je suis pas sûre, ça va être plutôt avec ta société, du coup, de voir comment, si tu peux souscrire pour les trois appareils professionnels. Mais ça sera du coup dans le cadre de ta boîte, ça sera pas pour toi, quoi. Et souvent, il y a peut-être des éléments, enfin des méthodes d'abonnement. Enfin voilà, quand vous avez une flotte d'appareils professionnels, c'est pas tout, vous avez d'autres avantages, quoi. Benizbach, tu nous dis, je suis curieux de voir si ça va fonctionner. Pour moi, c'est réservé à une niche d'utilisateurs aisés et on paye déjà beaucoup d'abonnements et d'assurances. Ça dépend, je dirais, parce que c'est quand même des appareils très chers. Faudrait que je fasse un peu le calcul avec moi, les cas d'accident que j'ai eu. Moi, j'ai pas eu d'accident. Donc, je crois que j'ai jamais fait réparer. Si, je crois pour mon Mac. Ah, j'ai un doute. Je crois pour un Mac perso, je l'avais fait. Ou un iPad. Je me rappelle plus. Je l'ai fait une fois sur toute ma vie d'utilisateur Apple. Et donc, du coup, bah, c'est là où, honnêtement, ça me questionne un peu sur l'intérêt, quoi. Léode, non, c'est trop cher. Kevinox, il faut qu'il compare avec son assurance actuelle. Mais voilà, toi, tu as déjà une assurance, donc c'est intéressant de te renseigner. Euh, je sais pas comment prononcer ton pseudo. Bzork. Euh, tu dis que c'est vraiment trop cher aussi. Comme d'hab, Apple prend les gens pour des porte-monnaies. Ah, je vous trouve sévère, hein. Je vous trouve sévère. Bon, en tout cas, voilà, quand on regarde les assurances individuelles, voilà, peut-être pour vous donner un ordre d'idée. L'assurance individuelle pour l'iPhone, elle est à hauteur de 9,99 € déjà. L'assurance individuelle pour un iPad, elle est à 6,49 €. L'assurance pour un Mac, elle est à 5,99 € par mois. Apple Watch, c'est à 3,99 € par mois. Et AirPod à 1,49 € par mois. Donc voilà, donc clairement, il faut faire un calcul ici. Voilà. Mais je suis d'accord qu'en faisant un calcul, à part si tu as deux iPhones, ça me semble pas ultra intéressant, quoi. Et du coup, ça m'amène à l'autre problème de leur abonnement, c'est que malheureusement, vous ne pouvez pas le partager au sein d'une famille ou d'un foyer. Donc par exemple, moi j'imagine, je me mets dans les... euh, ah, oui, parce que c'est lié à un compte. C'est lié à un compte Apple. Et donc du coup, moi ça me pose un peu la question. Je suis un parent, j'ai mon iPhone personnel, j'ai potentiellement un iPhone pour mon enfant. Bah, j'aurais aimé pouvoir en profiter. Du coup, deux iPhones sur la même garantie, quoi. Mais le problème, c'est que si l'enfant a son propre compte Apple, ça ne marchera pas. Du coup, ça je trouve ça un peu abusé, honnêtement. Ça, je trouve ça un peu... voilà. Et ouais, c'est un détail important, ouais. Ah, Kevinox, tu trouves ça intéressant qu'ils assurent les casques? Euh... Ta, ta, ta. J'ai pas vu le casque, j'ai vu AirPod. Mais oui, s'ils couvrent les AirPods, ça serait logique qu'ils couvrent le casque là, dont je me rappelle jamais le nom. Fred me dit si tu fais le calcul de ce que t'as payé pour rien, t'as un iPhone, j'avoue. En tout cas, en ce qui me concerne, oui, clairement.
Mais moi, j'avais pas d'assurance comme ça. Je crois que j'ai jamais souscrit à ce type d'assurance. Après, j'ai toujours eu une coque de protection sur mon iPhone. Et là, uniquement depuis, je pense, depuis cette année, j'ai arrêté d'avoir une coque. Donc je prends des risques, je vis dangereusement ici. Je n'ai plus de coque sur l'iPhone et il se prend des bonnes gamelles. Il a des bonnes déformations sur les coins. Mais ouais, voilà, ici, là. Le pire, c'est vraiment les deux coins là. Mais il fonctionne nickel. Hein, et j'ai jamais pété l'écran. Donc je teste. Après, ça sera plus compliqué pour le revendre. Du coup, parce qu'il sera en moins bon état. Donc il y a ça aussi, quoi. Mais c'est presque un autre sujet, j'ai envie de dire. Donc voilà. Bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas ultra emballé, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de population et c'est un peu normal. Il y a ceux qui sont déjà convaincus par les assurances et donc là, ça vaut la peine de regarder, de vous y intéresser. Et ceux qui sont pas du tout convaincus par l'intérêt des assurances, bon du coup, vous n'êtes pas la cible, quoi, clairement. Ah, Laetitia, t'as fait un crash en VTT dimanche, j'espère que ça va. Et un gros en février 2025, sans déconner, la coque a sauvé mon iPhone. Ouais, j'avoue, j'avoue. Après, moi, c'est pas la fréquence à laquelle je fais du vélo que je prends beaucoup de risques, je pense. Fred, il y a deux populations, ceux qui prennent soin de leur appareil et les autres. Non mais, je teste. Mais j'avoue, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois l'état de l'iPhone. Mais du coup, maintenant que j'ai commencé, bon, c'est fait, quoi. Est-ce que tu testes sans coque de protection ou est-ce que tu en as assez d'en mettre? Les deux, en fait. Juste parce que ça le rend... En fait, le problème que j'ai, c'est que je suis une fille et j'ai des petites poches. Euh, Et donc, en fait, Apple n'arrête pas d'augmenter un petit peu la taille de son iPhone. Moi, j'aimais bien l'iPhone... j'ai un vrai problème avec les noms de produits. L'iPhone X, à l'époque, ou voilà, qui était le plus petit, je pense. Non, c'était pas l'iPhone R. J'ai jamais eu d'iPhone R. Mais j'avais l'iPhone X, et pour moi, c'était le bon format. Et l'iPhone mini aussi, voilà. C'est les deux que j'aimais bien, iPhone X et iPhone mini. Et maintenant, tu n'as plus ce genre de choix. Tu es obligé d'aller plus grand. Et donc, du coup, à un moment donné, ça me saoule, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça. J'essaye sans coque. Euh, le fast, toi, tu dis iPhone R sans coque pour ta part. Ouais, d'accord. Ouais, moi, j'ai pas pris l'iPhone R, mais à voir. Kashiro, toi, ce qui t'embête sans coque, c'est quand tu le mets dans une poche, il va se faire rayer par les clés. Oui, moi, je mets pas les clés dans ma poche, parce que j'aime pas ça. Donc, j'ai pas de problème de rayure. Mais moi, ce qui m'embête quand j'ai pas de coque, c'est qu'en fait, c'est une vraie savonnette. Euh, alors, ça va un peu mieux parce que il y a l'objectif qui l'empêche un peu et qui accroche un peu, mais c'est une savonnette quand même. Donc il m'a fallu quand même un temps d'adaptation pour faire gaffe quand je le posais quelque part. Donc voilà. Bon, je vous propose de passer au prochain article et on va s'intéresser à de l'e-commerce en Europe. Euh, Sauf que j'ai perdu mon article. Comment je peux faire? Ah, j'avais pris mes notes. J'ai toujours ce problème où tu perds carrément même l'URL dans commande et du coup, tu n'as plus tes notes, plus ton article, rien du tout. Ça, c'est top. Bon, écoutez, je suis... Voilà.
Donc, je vais aller rechercher mon petit article. Ah là 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 là, j'adore. Donc, c'était l'article sur... Voilà, presse citron. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Non. Excusez-moi, petit problème technique. C'est le problème quand on n'a pas des applications qui sont très bien maintenues. Est-ce que je vais... Évidemment, j'ai perdu toutes mes notes. Bon, et ben tant pis pour moi. C'est pas grave, on va faire l'article quand même. Et donc, je voulais vous parler... Eh ben non, j'ai pris le mauvais article. Je vais y arriver. C'était quoi cet article-là? Voilà, c'est celui-là. Hop, il est là. On va parler de l'Ukraine. Voilà, j'ai retrouvé mes petits. On va parler de l'Ukraine et sur le fait qu'il s'attaque à une plateforme e-commerce majeure en Russie. Nouvelle stratégie, et du coup, c'est quand même hyper intéressant d'en parler. En effet, il s'attaque donc à l'équivalent d'Amazon en Russie qui s'appelle Wildberries. Et comment il s'y attaque? Littéralement, il s'y attaque puisqu'en fait, plusieurs sites de la société ont carrément été bombardés dans le but justement d'impacter deux choses, à la fois atteindre indirectement l'armée russe, évidemment, parce qu'ils utilisent cette plateforme pour s'approvisionner sur le front notamment, et également le moral de la population, puisque du coup c'est une plateforme, comme je vous disais, similaire à Amazon, et donc on a l'habitude de pouvoir compter dessus, et si finalement la logistique et l'acheminement des commandes est impacté, c'est pas très sympa, quoi. Et donc, du coup, surtout, ça rapproche le sentiment et le climat de guerre de la population pour essayer un petit peu de mobiliser la population, la grogne populaire peut-être, en direction du gouvernement russe. C'est un vrai pari, hein. Et donc, du coup, c'est là où l'Ukraine essaye d'asphyxier un peu l'économie russe le plus rapidement possible avec justement le bombardement des infrastructures qui sont... Alors, on le savait, clé au pays, parce qu'ils avaient déjà fait ça, mais maintenant, là, c'est plus une nouvelle cible pour Kiev, avec justement Wildberries, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, du coup, à partir du 18 juillet dernier. Des drones ukrainiens donc, ont attaqué les fameux entrepôts de la société, à Kotovsk, ainsi qu'à Electrostal. J'ai l'impression de prononcer des noms de Pokémon. Electrostal. Et donc du coup, les sites ont été carrément ravagés. Malheureusement, 9 employés ont perdu la vie. Hein. Ça reste des vies humaines ici. Donc c'est vraiment dramatique pour ces personnes et pour leurs proches, évidemment. Et la semaine dernière, il y a eu également 5 autres entrepôts de Wildberries qui ont été visés, dont un en Crimée. Crimée, je vous rappelle, c'est un territoire qui est illégalement annexé par la Russie depuis 2014. Et donc, évidemment, le but, c'est donc de pénaliser l'armée qui est cliente de Wildberries, mais également d'asphyxier l'économie russe et de saper le moral de la population. Alors, pour la petite histoire, parce que nous, on ne connaît pas très bien Wildberries, c'est le leader du e-commerce en Russie, donc c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Amazon. C'est une société qui a été fondée en 2004 par Tatiana Kim, qui à l'époque, lorsqu'elle a fondé la société, elle était enseignante, mais en congé maternité, donc du coup, elle avait un peu du temps pour pouvoir plancher sur ce projet. La marque a très rapidement pris son essor au point carrément de devenir le site incontournable dans le pays. Et donc du coup, Wildberries aujourd'hui est un mastodonte qui dispose de 200 entrepôts, tandis que la fortune de Tatiana Kim est estimée à 8,1 milliards de dollars selon Forbes. Donc c'est quand même une sacrée histoire en tout cas pour Wildberries. Et donc ce qui la positionne aussi comme cible de choix pour l'Ukraine, qui du coup adopte un peu cette nouvelle stratégie de défense, le bombardement à distance afin de fragiliser l'économie russe. Donc après les raffineries, c'est ce que je vous disais sur justement les sites stratégiques, donc après les raffineries, ce sont du coup maintenant les entrepôts de Wildberries qui sont carrément touchés.
Alors oui, Oleg qui dit ça sent la success story pour Tatiana Kim qui a été pilotée par le parti, ouais. Potentiellement. Je connais pas plus de détails sur cette histoire. Euh, et alors pourquoi vous allez me dire comment on sait que bah voilà ça va pénaliser l'armée. Bah là Kiev estime en tout cas que le marchand est très prisé par l'armée sur le front. En effet, les soldats déployés y achèteraient et feraient acheminer des gilets pare-balles, des drones ou encore de la fibre optique, objets qui sont utilisés pour attaquer le territoire ukrainien. Et plus encore, Wildberries est l'un des poumons économiques de la Russie, puisque la société livre rapidement ses clients et travaille avec une multitude d'entreprises tierces. Et du coup, nombre d'entre elles pourraient en souffrir, voire fermer suite à ces bombardements. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc du coup, le raccourci, c'est mettre Wildberries à genoux, c'est frapper là où ça fait mal, en plus de saper le moral de la population, quoi. Et donc du coup, les Russes subissent ainsi une guerre qui pouvait peut-être sembler lointaine jusqu'ici, et là, qui va directement impacter leur quotidien. Dernier point important en ce qui concerne de Wildberries, c'est que la société dispose aussi d'une banque en ligne qui a été sanctionnée par l'Union européenne pour financer justement l'armée russe. Et donc, ce n'est pas uniquement une entreprise civile qui est victime d'un dommage collatéral, mais probablement, voilà, Oleg mentionner la probabilité d'une success story poussée par le parti, bah voilà, Wildberries a quand même des enjeux dans cette guerre qui sont pas anodins ici. Donc c'est quand même assez important de le noter, quoi. Voilà. Je regarde un peu vos commentaires. Je regarde. Ça fait plusieurs années, oui, que la guerre est en Ukraine. Ouais. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ben, c'est une question que tout le monde se pose, hein, étrange création. Ola qui nous dit, ouais, c'est un Amazon-like un peu spécial. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Donc voilà. Donc vous savez en tout cas ce qui se passe et pourquoi l'Ukraine a attaqué du coup les entrepôts de cette fameuse société. Mais on continue sur l'e-commerce et cette fois-ci on va en Allemagne et on va s'intéresser notamment à Decathlon en Allemagne. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Decathlon a décidé d'ajouter Wero, le paiement européen, sur sa boutique en ligne allemande. C'est une première pour un grand distributeur et c'est du coup un vrai test pour l'alternative européenne à Visa, Mastercard ou PayPal. Et en effet, depuis le 20 juillet 2026, les clients de decathlon.de peuvent régler leurs achats directement avec Wero. Et donc Wero, c'est quoi? Pour rappel, c'est le service de paiement européen lancé par le pays. Le pays, c'est l'European Payments Initiative. Et donc en fait, c'est une coalition de 18 banques européennes. Et le principe, c'est permettre aux Européens de payer directement d'un compte bancaire à un autre en temps réel via son application bancaire habituelle. Et ça nécessite juste une validation par empreinte ou reconnaissance faciale. Et du coup, Wero est directement considéré comme le successeur de Paylim en France. Et il est pensé comme une réponse justement souveraine européenne aux concurrents type PayPal ou les réseaux type Visa, Mastercard. Et donc on a aujourd'hui plus de 50 millions de personnes qui l'utilisent déjà en Europe pour s'envoyer de l'argent entre proches. Et je vois que Yves l'utilise régulièrement justement, quoi. Donc ça c'est assez intéressant. Et donc là on a tout simplement Decathlon, l'enseigne française spécialiste des produits pour le sport, qui teste cette nouvelle méthode de paiement directement sur son site en ligne en Allemagne et donc qui devient le premier distributeur aussi important à proposer ce moyen de paiement en Allemagne. C'est un vrai tournant du coup pour Wero et le paiement européen qui donc souhaite s'affranchir des États-Unis.
Et donc, du coup, le marché allemand se positionne ici comme pionnier. Et du coup, Wero a aussi pour objectif à la fois... Enfin, en fait, ils ont un double objectif. Euh, c'est évidemment d'assurer une adoption auprès de la population, mais du coup aussi d'assurer une adoption auprès des commerçants. Et en fait, c'est un peu l'enjeu de l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que les commerçants, ils vont privilégier et prioriser des méthodes de paiement qui sont utilisées par la population, et la population va évidemment se reposer sur les moyens de paiement qui leur sont proposés. Moi, par exemple, je vois de plus en plus de commerçants qui utilisent Apple Pay. Eh ben, j'adore la simplicité de paiement d'Apple Pay. Et donc, du coup, quand je peux, je le fais. Voilà. Mais j'avais déjà commencé à utiliser Apple Pay au quotidien dans la vraie vie. Puisque, du coup, je l'avais directement sur mon iPhone. Et donc, je pouvais l'utiliser pour payer sur les marchés, etc., etc. Et donc, du coup, c'est maintenant que je le vois arriver sur des commerçants en ligne. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est pour ça que Wero a vraiment ce double objectif, j'ai envie de dire, de adoption auprès des commerçants. Donc là, c'est là où Decathlon marque un vrai cap ici pour Wero. Et évidemment, qui va permettre de booster l'adoption de Wero auprès de la population. Fred MC, toi tu me dis un truc intéressant. En Allemagne, il y a déjà beaucoup de commerçants qui acceptent les virements et là-dessus, la France a du retard depuis longtemps. Intéressant, intéressant. Je ne savais pas. Alors, je ne suis pas sûre que Wiro puisse être utilisé entre professionnels parce que là, c'est vraiment présenté comme un paiement entre proches, ou en tout cas, là, il commence à y avoir transaction d'individu à commerçant, donc à voir. À voir, à voir. Et en tout cas, qu'est-ce qui a pu motiver du coup Decathlon à passer le cap? Eh ben, tout simplement parce que il y a des offres qui ont été proposées. Et donc, c'est le pays, hein, donc cette organisation de banque qui pousse Wero, qui la soutient cette initiative. Et en effet, pour pousser l'adoption, il y a une offre de 10 euros de bon d'achat pour tout paiement Wero sur decathlon.de. Donc du coup, là, en termes d'opération marketing, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est financé justement par le pays. Donc c'est gagnant-gagnant, à la fois gagnant pour Decathlon, puisque ça va motiver les gens à faire plus d'achats sur leur plateforme commerçante et leur booster leurs revenus, et à la fois gagnant pour le pays et Wero, puisque du coup ça a boosté l'adoption de la méthode de paiement, quoi. Et une fois qu'on a testé, a priori c'est quand même très très facile d'utilisation. Voilà, on sait comment le faire, on est familier, et du coup on aura plus de confiance quand on voit Wero un peu partout, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et donc du coup, en termes de déploiement, alors attendez, je regarde un peu, hop, vos commentaires. En termes de déploiement, ce que je peux vous dire, c'est... Wero avait démarré son offre e-commerce justement en Allemagne en novembre 2025, donc c'est relativement récent. D'abord chez les caisses d'épargne et les banques coopératives. Et là, du coup, de décrocher le contrat avec Decathlon déjà en Allemagne, c'est quand même plutôt un très bon signal. En Allemagne, Decathlon quand même pèse près de 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025, donc un quart réalisé en ligne, donc c'est quand même vraiment majeur. Et de plus, Decathlon ne prévoit pas de s'arrêter en ligne. Tu parlais, Oleg, de grandes surfaces. Là, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Decathlon prépare aussi l'arrivée de Wero dans ses 110 magasins allemands. Alors, on n'a aucune date de fixée pour l'instant, mais en tout cas, c'est dans les cartons en termes de projet. Donc voilà, ça sent bon quand même pour Wero. Moi, je le vois, hein, j'en entends de plus en plus parler, notamment... moi, je fais des cours de yoga, etc. Et mes profs ont à chaque fois mentionné Wero comme moyen facile de paiement. Donc, c'est pas mal, quoi. Et c'est de plus en plus adopté. Je regarde un peu vos commentaires.
Kingo's Rule, j'ai pas la réponse à ta question sur les enjeux techniques du live, désolé. Je pense que c'est peut-être lié à notre qualité de connexion à Vannes qui n'est pas la même que à Paris, tout simplement. Fancy Ride, we can be weirdo just for one day. Punaise, t'as une idée de campagne publicitaire qui est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Même au marché, les vendeurs proposent Wiro. Ah bah écoute, ça, Yves, j'avais pas vu. D'accord, trop bien. Je vous propose de continuer, on va continuer cette fois-ci. On va opérer un petit virage pour aller parler des lunettes connectées. Et on va commencer par Meta. Pourquoi on en parle? Eh bien, tout simplement parce que Meta vient de tracer un peu une ligne rouge sur sa plateforme Instagram. Et ça, ça a été déclaré en tout cas par Adam Mosseri, qui est donc le patron d'Instagram et qui a officialisé sa nouvelle politique de bannissement. Alors, c'est quoi cette politique de bannissement? Eh bien, en fait, elle vise tout utilisateur qui filmerait ou publierait des contenus de harcèlement capturés via des lunettes connectées. Une décision qui intervient justement dans un climat quand même assez tendu où le rejet et la vague de backlash, de publicité négative, on va dire, augmente et vraiment croissant envers justement ces fameuses lunettes connectées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a carrément une story Instagram qui a été repérée par Business Insider où Adam Mosseri n'a pas mâché ses mots. Je cite: « Nous ne voulons pas que des gens filment autrui en cachette pour les harceler, puis diffusent ces images sur notre plateforme. » Donc voilà, c'est quand même une déclaration assez forte et je pense qu'il a raison. Et il a ajouté qu'il tenterait de combattre ce phénomène par tous les moyens à sa disposition. Et donc du coup, la sanction peut aller jusqu'à la suppression définitive du compte, c'est pas rien. Et donc Business Insider a quand même constaté que 2 comptes majeurs spécialisés dans les prank videos, ce sont des vidéos tournées en lunettes connectées qui avaient déjà été désactivées. Donc il y a déjà eu en tout cas des actions prises sur certains comptes. Et Meta a confirmé que ces bannissements découlaient directement de la nouvelle politique anti-harcèlement. Voilà. Et donc, en effet, on revient un petit peu sur le contexte actuel autour de ces lunettes connectées qu'on surnomme pervert glasses. Et en effet, on a ce petit surnom qui colle au basque, aux lunettes de ces appareils. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. On a des athlètes qui se sont vus exclure de compétition à cause de ces dispositifs. On a des utilisateurs qui ont fait l'objet de poursuites pénales. L'État de New York a pour sa part purement interdit le port des lunettes connectées dans les tribunaux. Et sur le plan un peu culturel, on a notamment l'artiste, la chanteuse Lorde, qui a publiquement dénoncé ces accessoires. Et à l'inverse, on a donc Kylie Jenner, qui, elle, prend le parti pris inverse, qui collabore carrément avec Meta pour repositionner les lunettes connectées comme un objet tendance. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il y a eu un collectif qui a, hijacké un peu la campagne marketing de Meta avec Kylie Jenner en surimposant sur la campagne publicitaire un film qui, en fonction de l'angle par lequel vous regardez la publicité, vous allez voir ce film qui va apparaître et qui va détourner la campagne publicitaire en montrant un espèce d'insecte observateur avec des gros yeux, etc. Ça fait référence à un roman, en tout cas une œuvre
littéraire d'anticipation de science-fiction sur justement l'observation et avec la tagline, je crois, We are everywhere ou We are always watching, un truc dans le genre. Et donc du coup, je trouve ça assez intéressant. Oui, ben voilà, Sicarius, tu as vu le double affichage, mais ça, c'est un détournement, évidemment, de la campagne d'origine. Voilà. Et donc ça augmente, évidemment, ça fait augmenter le buzz autour de cette campagne, mais pas dans le sens que Meta voulait, évidemment, parce que ça renforce le message de pervert glasses. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et du coup, pour Meta, ben voilà, ils sont vraiment sur une ligne très très fine ici, où d'un côté, elle affiche publiquement son mépris pour les enregistrements non consentis, et de l'or, elle explore activement le développement de lunettes qui sont capables d'enregistrer en continu, sans interruption, même et avec un petit voyant lumineux qui théoriquement signale l'activation de la caméra, mais où on a déjà plusieurs utilisateurs qui ont trouvé des techniques pour le masquer, etc. Et surtout, on a vu d'autres informations, rumeurs dernièrement, où Meta explorerait aussi une nouvelle fonctionnalité qui permettrait d'identifier les gens via les lunettes et donc d'avoir des infos sur eux, leur identité, sans avoir leur consentement. Mais pouvoir regrouper avec leur présence en ligne, leurs photos d'avatar, etc., etc., et donc les identifier à la volée. Et là aussi, ça pose quand même beaucoup de questions en termes de confidentialité, de consentement, etc., quoi. Donc voilà. Donc gros pas de buzz ici du côté de Meta. Et donc faut pas le sous-estimer, hein, je pense. Hein. C'est quand même mauvais, quoi. Je vais essayer de vous retrouver d'ailleurs le visuel. Parce que j'avais mis pas mal de petits articles dans Nowtech et il y en avait un qui le mentionnait. Je vais essayer de vous le retrouver parce que c'est quand même assez intéressant à voir en termes d'initiative d'initiative publicitaire. Est-ce que je vais retrouver ça ? Il y avait même une story. Hop. Peut-être le dernier article. Non, ouais, je ne l'ai pas retrouvé. Attendez, je vais juste... Parce que j'aimerais bien quand même vous montrer ça, c'est assez cool. Détournement. Ah voilà, je l'ai. Je l'ai. Je vais pouvoir vous le montrer. Hop. Et donc voilà, donc là vous voyez la pub avec Kylie Jenner. Donc ça c'est la pub classique qui était prévue. Et puis vous allez voir qu'en fonction de l'angle à laquelle vous regardez la publicité, eh ben, vous avez We're Always Watching, voilà, qui est en surimpression, quoi. Donc c'est quand même assez bien foutu, hein, comme détournement. Donc voilà, je vous le remontre. Voilà le détournement. Ça rend bien, hein. Donc voilà, moi j'adore ce genre d'initiative. Je trouve ça assez excellent, quoi. C'est quand même vraiment réussi. Et donc, a priori, la référence ici, c'est pas Innov, il renvoie directement à Invasion Los Angeles,
Los Angeles, c'est un film de John Carpenter. En effet, voilà, c'était pas une œuvre littéraire, c'était un film. J'ai jamais vu le film, et du coup, ça me donne vachement envie de le voir. Une date de 88, j'avais 1 an. Et donc, où une paire de lunettes révèle les messages coercitifs cachés derrière la publicité. Donc, hyper intéressant. Et a priori, c'est un clin d'œil qui, à la fois, vise l'objet des lunettes, qui devient l'outil qui dévoile ce que l'on préférait ne pas voir. Voilà. Donc, assez cool comme référence. Masterclass comme film. Ah ouais, moi, ça me donne envie de le voir, là. Très bien comme film. Ok. Eh ben voilà, vous aviez repéré la référence dans la chatroom. Vous êtes trop fort. Il faudrait que je regarde le film, ouais. Faut que je vois s'il est disponible sur une plateforme. Comme il date de 88, ça peut être compliqué. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu la campagne. Et du coup, ça pose des questions pour d'autres potentiels acteurs qui aimeraient du coup, eux aussi, pouvoir lancer leurs propres lunettes connectées. Et évidemment, je voulais parler d'Apple ici. Pourquoi ? Parce qu'on a eu Mark Gurman, le fameux journaliste de Bloomberg dont on parle à chaque fois et qui a certaines des meilleures rumeurs sur les projets d'Apple. Et a priori, Bloomberg serait en train de confirmer une piste ici sur les premières lunettes connectées d'Apple qui seraient dévoilées du coup à la prochaine WWDC de juin 2027. Et donc ça, c'est Mark Gurman qui nous le dit avec du coup une commercialisation des premières lunettes connectées d'Apple à la fin de l'année, pour 2027. Donc le produit, on sait qu'il est connu en interne sous le nom de code de N50 et à l'origine, a priori, il devait être dévoilé fin 2026 pour un lancement commercial début 2027, mais ils auraient pris du retard. Je cite Mark Gurman, les équipes d'ingénierie et de marketing d'Apple se sont attachées à peaufiner non seulement le produit, mais aussi le message de l'entreprise en matière de confidentialité. Et donc là, tout le problème. En effet, il évoque aussi donc a priori la fourchette de prix est plutôt validée entre 200 et 500 $. Pour référence, les Ray-Ban Meta, elles, sont à 329 € en France. Donc on a des lunettes d'Apple qui seraient a priori sur le même positionnement que les Meta Ray-Ban. Au menu, on aurait haut-parleur, micro, caméra qui alimenterait du coup Siri et Apple Intelligence pour justement aider par exemple à un guidage piéton, pas à pas, etc. Pas d'affichage de réalité augmentée, puisque là aussi on est encore plutôt sur l'angle Meta Ray-Ban que sur des lunettes de réalité augmentée. On n'est pas sur un Vision Pro miniature par exemple. Et du coup, pour l'enjeu principal d'Apple, et ce qu'a l'air de confirmer Mark Gurman, c'est l'enjeu de confidentialité, de vie privée et de rassurer les potentiels consommateurs. Et c'est là qu'Apple, a priori, veut se démarquer. La firme envisagerait potentiellement de se passer totalement de caméra ou d'installer un système de caméra incapable de prendre des photos et vidéos. Du coup, à quoi servirait le capteur photo-vidéo ? Il servirait uniquement à montrer à l'IA ce que vous voyez et à identifier des objets et des lieux, mais pas à capturer, et du coup, ce que disait Jérôme dans la chatroom, à empêcher l'export finalement de ce type de capture. Et donc du coup, en effet, le problème d'Apple, en fait, le nom, c'est Meta. Le groupe a vendu plus de 7 millions de Ray-Ban connectés l'an dernier, donc c'est le modèle le plus connu. Et Facebook, en tout cas Meta, fait peur en termes de confidentialité. Et donc là, du coup, Apple va devoir renforcer son positionnement, renforcer sa proposition de valeur pour rassurer. Et en effet, ils ont passé plus de 10 ans à se construire une image de champion de la vie privée. Débarquer dans cette catégorie va vraiment être un vrai enjeu de taille pour Apple si ça se confirme. Donc ça va être très très intéressant à voir l'année prochaine. Autant vous dire que moi je suis
impatiente de voir ça, honnêtement. Je suis très très impatiente de voir ça. Et Instagram, c'est Meta. C'est ce que je vous disais justement dans l'article tout à l'heure, c'est que Meta a vraiment une ligne ici de conduite assez casse-gueule, parce que d'un côté, ils ont Instagram, qui va devoir renforcer les politiques de bannissement de ce type de contenu, de pranks, de vidéos filmées à l'insu des personnes, etc. Et de l'autre côté, Meta essaye de lancer les lunettes connectées, quoi. Enfin, ils ont lancé les lunettes connectées. Donc c'est compliqué, hein. Ah, Gary, tu me dis que le film est dispo sur Canal+. Alors attends, j'en profite pour le mettre direct. Attends. Comme ça, je le retrouve facilement. Je le fais en direct parce que sinon, je vais oublier le nom du film. Ah, ça sent le film à me regarder, là. C'était quoi le nom du film, déjà? C'est They Live. J'essaie de regarder ça. Hop. Invasion Los Angeles. Je l'ai! John Carpenter. Trop bien. Playlist. Trop cool! Ah, ça me donne trop envie de le voir. Bon, merci beaucoup dans la chatroom pour m'avoir dit qu'il était disponible sur Canal+. Je regarde un peu vos commentaires sur, du coup, l'article sur les lunettes connectées là, d'Apple. Alors, je retrouve un peu mes petits ici. Oui, enfin, Apple, je comprends pas ton commentaire, Steph. Même plus batteuse sur les écoutes utilisateurs de Siri. En Europe, les verres seront opaques suite à un conflit de réglementation sur la transparence. D'accord. Ne faudrait-il pas une modération où les lunettes acceptent ou non d'enregistrer la photo ou vidéo? Ouais, mais le problème avec la modération en temps réel, c'est que tu peux pas, t'es obligé d'utiliser quelque chose d'automatique et d'avoir des erreurs, quoi. Et donc du coup, si en fait une des principales features des lunettes, c'est de capturer des choses, photo, vidéo, de pas être certain à 100% que tu vas pouvoir le faire, c'est galère, en vrai. Et donc du coup, voilà, en termes d'usage, il vaut mieux pas faire la promotion de cet usage-là. Moi, c'est plutôt ça que je dirais. Donc à voir. En tout cas, ça va être un peu compliqué, quoi. On termine et je termine les news tech de ce matin par Google. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé l'article de 01net assez intéressant. Hop, je prends mes petites notes. Et en effet, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on s'aperçoit chez Google que l'IA, ça commence à coûter cher. En effet, l'histoire que Google aimait un peu à se raconter et qui tenait en Demis Hassabis, qui prend en 2023 les commandes de la fusion DeepMind, Google Brain, Gemini, qui arrive pour détrôner ChatGPT, et Google qui reprend le commandement d'une course à l'IA dans laquelle il n'avait jamais vraiment décroché, ça vendait un peu du rêve. Pendant quelques trimestres, la narration, on y a cru, etc. Google Cloud accéléré, Gemini progressait sur les benchmarks et les concurrents semblaient encore un peu en retrait. Et puis Anthropic est arrivé avec Mythos. Puis Google a signé en avril un contrat avec le Pentagone autorisant l'armée américaine à utiliser ces technologies. Bref, et le 23 juillet dernier, on a le trimestre le plus paradoxal de l'histoire récente, en tout cas d'Alphabet, qui arrive. 119,8 milliards de dollars de revenus, plus 24%, donc énorme. Un cloud dont les revenus ont bondi littéralement à 82%. Une action qui perdait quand même 5%.
après clôture. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Alphabet a relevé son enveloppe de dépenses annuelles en IA à 205 milliards de dollars. Et donc, du coup, son cash flow libre est passé en négatif. Et c'est une première fois depuis 20 ans. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 6 sources en interne qui ont voulu rester anonymes, qui se sont un peu exprimées sur ce qui se passait. Et elles ont analysé ça un peu en 2 fils. Le premier, c'est l'aspect compétitif. Ici, sur l'IA de Google, eh ben, Gemini 3.5 Pro, le modèle le plus puissant en préparation, accuse plusieurs mois de retard. En attendant, Google a livré cette semaine une série de modèles flash plus légers et moins chers, certes, mais ils ont été aussi accueillis plutôt de manière mitigée. Donc, d'un côté, le modèle phare que tout le monde attend a plusieurs mois de retard, et à l'heure actuelle, plusieurs mois de retard, c'est problématique. Et de l'autre côté, les derniers modèles plus légers et moins chers, eh ben, ils n'ont pas été très très impressionnants, quoi. Et donc du coup, dans le classement des modèles les plus utilisés sur la plateforme OpenRouter, bah, aucun modèle Gemini ne figure dans le top 10. La raison avancée en interne, c'est que Google a consacré une énergie considérable à défendre sa part de marché Search face à ChatGPT, au déprimant du code agentique dans lequel OpenAI et Anthropic ont, eux, pris une longueur d'avance. Et ça fait un peu mal, parce que c'est vrai que là, ce dont on parle principalement, c'est plutôt la partie agentique récemment. Et de l'autre côté, l'autre raison avancée par les 6 sources en interne, ça serait plutôt la crise éthique autour du contrat avec le Pentagone. Il a été signé en avril 2026 et il autorise donc l'armée américaine à déployer les technologies Google et il a provoqué plusieurs démissions dont le motif revient dans les entretiens de sortie. Et ça sent mauvais. On a Alex Turner, ancien chercheur de DeepMind, qui a confirmé publiquement avoir quitté l'entreprise pour ce motif. Il a aussi mis en cause l'absence de présence interne de Demis Hassabis auprès de ses équipes. Et ça, en effet, ça plaît pas. Quand on voit un peu Dario Amodei et Sam Altman, eh ben, ils entretiennent avec leurs équipes et leurs collaborateurs une proximité très très forte. Parce qu'en fait, c'est ça qui va aussi motiver les troupes. Une collaboration proche, une motivation proche. Et donc, du coup, savoir que ce que l'on fait est critique pour la direction de l'entreprise parce que le patron s'y intéresse. Là, a priori, Demis Hassabis n'a pas cette proximité. Et du coup, c'est moins motivant pour les équipes. Également, pour au moins une des sources interrogées et qui est opposée au contrat militaire, la situation ressemblerait à une bataille permanente qui a engendré un épuisement émotionnel. Les noms les plus douloureux à prononcer côté Google, c'est Noam Chazir, qui était co-lead de l'équipe Gemini, qui est parti chez OpenAI après que Google l'ait repêché à prix d'or moins de 2 ans plus tôt. Donc ça fait mal. On a John Jumper, lauréat du prix Nobel de chimie pour ses travaux sur AlphaFold, dont on avait parlé aussi, qui est lui aussi désormais chez Anthropic cette fois-ci. Donc voilà, chaque départ, c'est un signal mauvais pour Google. Et dans un secteur où en tout cas la course au cerveau et au talent, elle coûte cher, et chaque départ coûte cher aussi parce que ça entame le moral des troupes aussi, évidemment. Après, tout n'est pas négatif. L'application Gemini revendique quand même 950 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Les API traitent 22 milliards de tokens par minute. Le problème n'est pas que personne n'utilise Gemini, c'est que tout le monde attend 3.5 Pro. Voilà. Et donc du coup, pourquoi ce recul à la bourse ? Tout simplement parce que les investisseurs ont les yeux rivés sur autre chose. En effet, Alphabet a relevé son estimation de dépenses en capital pour l'année entière. Et donc du coup, ça ne plaît pas trop pour les investisseurs. Mais quand même, il s'agit quand même d'un investissement sur le long terme. C'est un pari. Est-ce que ça va payer ? Seule l'histoire nous le dira. Mais c'est assez logique que Google investisse là-dessus, quoi.
Après, on peut toujours s'interroger, et je vois ton commentaire dans la chatroom, je déteste les podcasts, on peut s'interroger sur les montants qui sont mentionnés. Tu nous dis ces chiffres sont tellement énormes qu'ils n'ont plus de réalité, ça devient des concepts quasi abstraits. Ben, je t'encourage à aller voir la vidéo de Nowtech sur le sujet. C'est une des dernières vidéos de Nowtech. Donc va sur la chaîne et je pense que tu te retrouveras un peu sur le sujet, quoi. Voilà, voilà. C'était le dernier article ce matin et du coup, j'ai le temps, Olek, de faire monter un peu la hype sur 3 séries que j'attends personnellement avec impatience. Je les ai vues passer là hier, on en parle de plus en plus et donc je m'étais dit bah voilà, pour terminer un petit peu la saison du mug, je voulais profiter de voir si vous étiez aussi hypé que moi sur ces séries. Et je vois que la première série qui sort, voilà dans les commentaires. Non, Siri, je t'ai pas demandé de parler. C'est le Neuromancien. Et oui, c'est la première série que je voulais vous parler. C'est une adaptation du roman culte de William Gibson, donc Neuromancien. C'est une série qui va être diffusée sur Apple TV et qui est prévue à partir du 22 janvier 2027. Donc on a le temps avant de la voir arriver. Mais je vous encourage à aller voir le trailer parce qu'il envoie du lourd. Alors, c'est Neuromancien. On suit Case, un hacker de génie qui a été déchu et on lui a retiré la capacité de se connecter au cyberspace. Et aujourd'hui, en fait, il vit en marge d'une société dominée par les technologies et les mégacorporations. Et il se voit offrir une seconde chance, retrouver justement ses capacités en échange d'une mission impossible. Donc moi, j'ai pas lu le roman culte, mais rien que le pitch, ça me donne envie, quoi. Et donc, il va s'associer à Molly Millions, une mercenaire également augmentée aux capacités physiques hors normes. Et du coup, Case va infiltrer un monde où les intelligences artificielles, les grandes corporations et les technologies, redéfinissent un peu la frontière entre l'humain et la machine. Rien que ça, pour moi, c'est vendu. J'ai trop envie de le voir. Et du coup, c'est tiré donc du roman de William Gibson, qui est donc a priori un roman fondateur du cyberpunk. Je ne sais pas comment je l'ai raté, il faut absolument que je lise ce roman. Ça sera peut-être mon roman de l'été. Œuvre qui a donc profondément influencé des univers comme a priori Matrix, Ghost in the Shell, Cyberpunk 2077, le jeu vidéo, et donc une partie aussi de l'esthétique de Blade Runner a priori. Donc voilà, vous êtes hypés? Est-ce que ça suffit? Moi, je suis grave hypée. Est-ce que vous avez vu le trailer dans la chatroom? Ah, t'as poncé Star City ce week-end? Une saison, c'est trop court, trop contente que t'aies aimé, Kevinox. Trop cool. Ça se tente, nous dit Olek. Toi, tu dis, je conseille la retraduction du cycle par Laurent Casey. Ok, je mémorise. Mais après, si c'est écrit en anglais, je vais peut-être le lire en version originale, moi. Si l'auteur William Gibson, a priori, ça sonne anglais. Donc, a priori, je pense que je vais peut-être essayer de me le lire en version originale. Mais ok, merci pour l'info sur la retraduction. C'est toujours utile de connaître les bonnes traductions. Ça peut faire changer complètement la balance sur la qualité de la lecture. Donc voilà, première série, moi, qui me hype beaucoup. Et c'est Au diable Vauvert. Ok, merci beaucoup pour l'édition. La seconde série que j'avais en tête et qui est dans la suite, c'est Blade Runner 2099 qui arrive chez Prime Video le 25 novembre prochain. Donc très bientôt.
cette année. Cette année. Et donc le pitch, donc on pourrait se dire, oh, encore un Blade Runner, etc. Mais attendez. Là, on a quand même quelque chose qui renouvelle l'histoire de Blade Runner. Donc on est 50 ans après Blade Runner 2049. On est plongé dans un Los Angeles où l'ordre établi a été en fait bouleversé. Il y a eu une révolte des réplicants, les rapports du coup de domination sont inversés, les réplicants, donc ces êtres artificiels qui avaient été créés à l'origine pour servir les humains, occupent désormais une position dominante a priori, du coup on suit l'histoire de Cora, une jeune femme humaine qui a passé sa vie à fuir en changeant constamment d'identité, et donc elle va, pour protéger son frère, accepter une mission extrêmement dangereuse et prendre l'identité d'une Blade Runner. Et elle va alors devoir collaborer avec Olwen, qui, elle, est une réplicante Blade Runner expérimentée et qui sait aussi que son existence touche à sa fin et qui est jouée par l'actrice qui est géniale. J'ai un trou. Vous allez peut-être me le dire dans la chatroom. Elle est formidable, cette actrice. Et j'ai le nom sur le bout de la langue. Je l'ai plus. Bref. Je vais voir que vous me le partagez dans la chatroom. Et donc, du coup, on va suivre un peu ce duo improbable. Et donc, une réflexion un peu renouvelée ici, voilà, sur le cycle et l'univers Blade Runner. Donc, vous ne mettez pas le nom. Je vais retrouver ça. Et donc, la première actrice, c'était Hunter Schafer. Non, le nom que j'ai plus en tête, c'est son acolyte, du coup. Et c'est Michelle Yeoh. Quand même, Michelle Yeoh, qui est incroyable. Donc, Hunter Schafer, moi, que je trouve excellente. Un rôle principal de Cora. Et puis, Michelle Yeoh dans cette réplicante en fin de vie, a priori. Donc voilà. Évidemment, Blade Runner, c'est inspiré de 200 Dreams of Electric Sheep, que j'ai pas encore lu d'ailleurs, de Philippe Cadic, qui est toujours sur ma liste de lecture. Voilà, et qui a inspiré évidemment tous les Blade Runner. Oui, petite actrice qui débute, Michelle Yeoh, évidemment. Non, mais elle est incroyable, cette actrice. Et on la voit dans des rôles tellement opposés, elle est formidable. Le rapport entre le livre et le film est quasi nul. Bon à savoir, merci, je déteste les podcasts. T'as l'air calé, dis donc, en science-fiction. Ok, je note. Et c'est quoi, du coup, la dernière série qui me hype ? Alors là, je pense qu'il va y avoir un peu de controverse. Attention. C'est pas une nouvelle série. C'est une nouvelle saison de série. Et c'est la nouvelle saison des Anneaux de pouvoir, 3e saison qui arrive sur Amazon Prime Video. Série que j'adore, mais bon, je suis un peu une fan du Seigneur des Anneaux et que bon, il faudrait vraiment que ça soit une daube pour que moi je sois pas fan. Et je sais que la première et la seconde saison n'a pas fait l'unanimité. Je m'en fous parce que moi j'ai adoré ces saisons, voilà, donc j'ai adoré, j'en ai parlé à chaque fois dans le mug. Et donc, Anneaux de pouvoir, disponible sur Amazon Prime Video si vous ne les avez pas encore regardés. Dépêchez-vous, profitez de l'été pour rattraper ça, parce que la saison 3 débarque. Et là, on se retrouve après justement la chute d'Erélion. Alors, il n'y a pas de spoiler, ça fait partie de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Donc, si vous n'avez pas regardé les précédentes saisons, de toute façon, ça ne cache pas le plaisir. Honnêtement, enfin moi je trouve. Et donc du coup on se retrouve là après la chute d'Erélion. Plusieurs années se sont écoulées, Sauron est désormais au sommet de sa puissance. Il prépare l'arme ultime, l'anneau unique, qui doit du coup lui permettre de dominer définitivement la Terre du milieu et qu'il va du coup tenter de forger dans les flammes du Mont Destin. Donc 3e saison avec un tournant majeur. Puisque les 2 premières étaient plutôt concentrées sur manipulation, plonger dans le récit,
familiarisation avec les différents protagonistes de l'histoire. Donc moi, j'avais adoré la première saison parce que j'adore ces moments où on apprend à connaître chaque personnage. J'adore ça. La seconde saison où il y a une montée en puissance, on a révélé l'identité de Sauron, on a des manipulations, des drames qui se passent, etc. Et puis là, on entre dans une histoire qui est vraiment beaucoup plus sombre avec cette troisième saison et beaucoup plus épique d'après le trailer, pour ceux qui ont vu le trailer. Puisque là, on va avoir une guerre ouverte entre Sauron et les peuples libres. On va avoir les elfes de Lindon et de Fontcombe, on va avoir les nains de Khazad-dûm qu'on suivait, on a les royaumes des hommes qui doivent s'unir tous ensemble contre Sauron pour lutter contre son influence. Et donc là, ça va être vraiment... Enfin voilà, il y a des scènes qui ont l'air quand même assez épiques, qui prennent vraiment une plus grande ampleur de ce qu'on a pu voir jusqu'ici dans la saison 1, saison 2, et qui va peut-être réconcilier la série avec les détracteurs de la première et seconde saison potentiellement. Hein. Parce que je crois que c'était une des principales critiques de mémoire par rapport aux premières saisons, c'était que ça manquait un peu de combat, d'aspect épique, etc. Moi justement, c'est ce que j'adorais, mais bon, chacun ses avis, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez dans la chatroom ? Est-ce que vous allez être convaincu de tenter la chance sur cette troisième saison ou pas ? Chouette, je vais pouvoir voir où sont passés les milliards de cette production et rager comme un nerd sur la conformité à l'œuvre. Ça m'intéressera d'avoir ton avis, parce que alors moi je suis pas... j'adore, mais je suis pas une experte de l'univers. J'ai juste lu Le Seigneur des Anneaux et Bilbo et j'ai pas tout lu. Parce que là, c'est quand même, a priori, de ce que je vois, une série adaptée principalement des événements du Deuxième Âge à partir des appendices du Seigneur des Anneaux et des récits consacrés à l'histoire ancienne de la Terre du Milieu. Donc autant vous dire que moi j'ai pas lu ça. Hein. Je déteste les podcasts. Toi, tu nous dis les anneaux de pouvoir, c'est plutôt une belle réussite et ça fait rager l'extrême droite qui a un kink moisi sur Tolkien. Oui, c'est vrai qu'il y a des espèces de débats un peu nuls. D'ailleurs, Jérôme, je vois qu'il commente sur des gobelins asiatiques, des entes noires et des femmes pas assez fragiles. Ouais, enfin, c'est-à-dire que des améliorations de l'œuvre d'origine, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on modernise l'œuvre pour qu'elle touche et s'adresse à un public contemporain. Ouais. Parce que c'est clair que si on regarde l'œuvre de Tolkien, le rôle des femmes, bof, quand même. Pas top top. Oleg, il paraît que le réalisateur aurait casté un pain noir d'Autriche pour jouer un boulot. Scandaleux. Guimos, toi tu nous dis, je vais regarder parce que j'ai regardé les 2 premières saisons, mais je suis pas plus emballée que ça. J'entends, mais tu donnes sa chance à la 3e saison. À voir. Je déteste ce podcast, toi t'as l'air plutôt emballé aussi sur la 3e saison. Ah, détracteur. Discard nous dit être fan du Seigneur des Anneaux et dire que les anneaux de pouvoir, ça se regarde. Non, c'est une insulte au lore de Tolkien. C'est bourré d'idéologie au mépris de la cohérence en transformant des magiciennes en guerrières et en présentant les gobelins comme une pauvre race persécutée alors qu'ils pratiquent le cannibalisme. Intéressant. Intéressant. Euh, après, c'est nuancé, tu vois. Si tu devais condamner un peuple parce qu'il pratique le cannibalisme, tu pourrais rentrer dans un débat que il y a eu plein de populations qui pratiquaient le cannibalisme, qui ne sont, nous, pas acceptées, entre guillemets, par nos populations actuelles, mais qui étaient des populations intéressantes à étudier. Voilà. Et qu'elles ont elles aussi connu certains drames. C'est pas parce que tu pratiques le cannibalisme et que t'es pas en accord avec ça que tu n'es pas persécuté.
Je cherche, je titille là. Ah là là, ça s'emballe, ça s'emballe. Don Noir qui nous dit je déteste la série, mais celle-là, c'est de la mauvaise foi. Écoutez, non, mais on a le droit de pas être d'accord, mais écoutez, j'assume, je suis fan du Seigneur des Anneaux et j'adore cette série. Que ça vous fasse enrager, allez-y, mais comme quoi, hein, on a tous des perspectives différentes. Écoutez, voilà, donc là, je vous ai partagé un peu les 3 séries que moi j'attendais avec impatience. Un peu déçu quand même que le Seigneur des Anneaux ne sorte pas en été, parce qu'il nous avait habitués à des sorties à l'été, il me semble. Mais bon, très bien, ça nous fera passer la période un peu dure de novembre de manière un peu plus divertissante potentiellement. Donc voilà, écoutez, j'espère que l'émission vous a plu. Avant de se quitter, on va regarder vers qui on peut faire un petit raid. Et je rappelle du coup, les 2 derniers mugs de la saison sont du coup jeudi et vendredi, se dérouleront en direct du studio de Paris avec Jérôme à partir de 8h. Et du coup, après, ça sera une pause de 2 semaines. Voilà, et on reviendra à la mi-août pour pouvoir reprendre le mug. Et le 18 plus précisément. Et on vous souhaite du coup une excellente pause estivale, de recharger les batteries pour ceux qui sont en vacances. Et on va aller dire bonjour à... Et ben voilà, on va aller rendre visite à Nehru puisqu'elle est sur Cyberpunk 2077. Donc comme on parlait d'œuvres qui étaient inspirées du même univers, on va aller lui rendre visite. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine et à très bientôt. Ciao ciao.